ou les dossiers relatifs au droit du travail, le tribunal du travail, ou également la procédure elle est gratuite, ce qui veut dire que n'importe quel citoyen a la possibilité de saisir les juridictions sans bourse déliée. Mais on sait également que souvent on a des dossiers en matière civile, familiale, civile, commerciale, etc., ou même pénale, où parfois on peut avoir besoin de l'assistance d'un avocat, mais ce n'est pas tout le temps le cas. Il y a des cas où on n'a pas besoin d'avoir un avocat pour se faire assister au niveau des juridictions. Mais quand on sent la nécessité, par exemple, d'avoir un avocat, ou bien en matière criminelle, où la présence de l'avocat est obligatoire, il y a un mécanisme quand même qui a été mis sur pied, c'est-à-dire que quand vous n'avez pas les moyens de prendre un avocat, l'État vous commet un avocat d'office. Ça également, je pense que c'est une réponse par rapport à ce principe-là. Mais ce qu'il faut également comprendre, c'est que l'avocat qui vous est commis d'office, peut-être, n'aura pas le même engagement ou bien ne fera pas, en tout cas, preuve comment dirais-je, de même office que celui que l'État vous a commis. Ça, c'est des problèmes que nous rencontrons souvent. Nous commettons des avocats d'office et au bout d'un certain temps, le prisonnier ou bien vous saisit pour vous dire que depuis l'interrogatoire de première comparution, je n'ai pas vu mon avocat et que souvent, ils ne revoient leur avocat que lors du procès. Ça, c'est un problème. Mais aujourd'hui, la justice, en principe, a vocation à être égale, en tout cas en ce qui concerne l'accès pour tout le monde. Mais nous savons qu'il y a des moyens financiers qui également entraînent un certain déséquilibre. Celui qui a plus de moyens, bien entendu, a beaucoup plus de facilité pour accéder à la justice que celui qui n'en a pas. Mais ce qu'il faut également comprendre, c'est qu'en dehors de la commission d'office des avocats en matière criminelle, il y a également un fonds d'assistance judiciaire qui est mis en place par l'État. Malheureusement, ce fonds n'est pas très connu, raison pour laquelle souvent les citoyens n'y font pas recours pour avoir un avocat. Et ce fonds-là, je pense a fait l'objet ces dernières années d'une augmentation, mais il y a ce fonds-là qui mériterait d'être davantage vulgarisé pour que tout un chacun puisse savoir que même si je n'ai pas les moyens financiers de me prendre un avocat, l'État a mis à ma disposition un fonds qui est là, qui est pour nous et qu'on peut utiliser pour éventuellement nous faire assister par un avocat. J'ai peur de me tromper, hein, mais je pense que la dernière fois, le budget était de 500 millions. Et il avait été question, lors des récentes rentrées des cours des tribunaux, que le président ait déclaré qu'il va essayer de revoir à la hausse ce montant-là. Le fonds est géré par le barreau. Mais vous faites une demande, c'est-à-dire quand vous voulez en bénéficier, vous faites la demande au niveau du tribunal qui transmet au barreau et puis voilà, la procédure est enclenchée et puis après on va vous... en fait, il y a un fonds qui est... le fonds étant mis en place, c'est le barreau qui gère avec les avocats et puis rapidement vous pouvez avoir un avocat qui va pouvoir vous assister dans le cadre de votre procédure. Dans le cadre de la procédure pénale, quand quelqu'un est arrêté, le parquet a la possibilité de régler, soit en flagrance, procédure de flagrance, le flagrant délit, ou bien d'ouvrir une information judiciaire, ou bien par citation directe. Maintenant, quand il y a ce qu'on appelle une ouverture d'une information judiciaire, on saisit un juge d'instruction. Et le juge d'instruction va faire une enquête. Donc à ce stade-là, il n'y a pas encore de condamnation pour qu'on puisse parler de peine. Mais c'est vrai qu'il arrive très souvent que des personnes mises en détention préventive, que ces détentions-là puissent être longues. Cela s'explique par deux facteurs. Le premier facteur, c'est qu'il faut comprendre qu'en matière criminelle, pour l'instant, la détention n'est pas limitée. C'est-à-dire que quand vous êtes en détention préventive, il n'y a pas un délai pour dire qu'au-delà de ce délai-là, vous devez sortir de prison si vous n'êtes pas jugé. Maintenant, en matière correctionnelle, le délai est de 6 mois. 6 mois non renouvelables. Il est arrivé très souvent que des personnes fassent 6 mois en détention préventive et que ces personnes-là ne recouvrent pas leur liberté au-delà de 6 mois parce que la procédure n'est pas épuisée. À ce niveau, il est de la responsabilité également des régisseurs de prison de libérer d'office
la personne qui a déjà fait 6 mois en matière correctionnelle sans que son dossier n'ait été transmis pour jugement. Et je me rappelle que nous avions reçu une circulaire à l'époque de Mame Madior Boye quand il était ministre de la Justice qui demandait à ce qu'on fasse une application stricte de cette règle et que toute détention au-delà de ces 6 mois réglementaires serait considérée comme une détention arbitraire. Moi-même, j'ai eu à faire l'usage de cette circulaire-là en demandant, en le partageant d'abord avec les régisseurs des prisons de mon ressort quand j'étais juge d'instruction. Maintenant, il y a une réforme qui est en cours. La réforme, c'est une réforme sur laquelle nous avons eu à travailler quand j'étais déjà au Comité sénégalais des droits de l'homme, sur le code de procédure pénale. Parce que ce problème c'est un problème récurrent et la solution, une des solutions, devrais-je dire, qui avait été pensée, c'était de réformer les longues détentions en faisant de sorte que maintenant, en matière criminelle, où il n'y a pas de délai pour l'instant, qu'on puisse maintenant limiter ce délai à 3 ans. Et que pour les détentions en matière correctionnelle, en matière d'instruction, pour les délits, et, en matière de flagrance plutôt, excusez-moi, que le mandat de dépôt ne soit valable que pour 8 jours. C'est très avancé. Nous avons eu à organiser à l'époque des séminaires d'imprégnation et de vulgarisation et de plaidoyer avec les parlementaires. Bon, mais jusqu'à présent, le dossier n'est pas encore finalisé. Nous espérons qu'avec l'arrivée du nouveau ministre de la Justice, le professeur Ismaïla Madior, que des avancées vont être faites dans ce sens-là pour que rapidement nous puissions avoir une nouvelle loi qui sera beaucoup plus protectrice par rapport aux libertés individuelles. En fait, c'est les textes qui sont comme ça. Vous savez, un dossier criminel n'est pas une chose aisée. J'ai l'habitude de dire aux gens qu'il ne faudrait pas que sur l'autel comment dirais-je, d'éviter une longue détention, qu'on en arrive également à bâcler les enquêtes. Parce qu'il faut comprendre une chose, la décision du juge, elle porte sur les choses les plus essentielles pratiquement, sur notre liberté, sur notre patrimoine, sur notre dignité, etc. Donc c'est des choses extrêmement sérieuses sur lesquelles donc, on ne peut pas, sur la base de simples présomptions ou bien de simples indices, condamner une personne ou bien, voilà. Raison pour laquelle il est extrêmement important pour le juge. Il faut comprendre qu'en réalité, un dossier criminel peut parfois nécessiter des enquêtes au-delà même de nos frontières. C'est-à-dire le juge peut faire une commission rogatoire. Donc, il y a des facteurs externes qui font que le juge ne maîtrise pas souvent le délai. Par exemple, tu pouvais envoyer une commission rogatoire ou bien dans un pays déterminé et souvent, avant que le retour ne se fasse, un temps plus ou moins long va s'écouler. Mais, fondamentalement, les longues détentions également peuvent s'expliquer par le fait qu'on n'ait pas assez de magistrats au Sénégal. Moi, je prends mon exemple, quand j'étais juge d'instruction à Ziguinchor, je suis arrivé au premier cabinet, au deuxième cabinet dans un premier temps, il y avait plus de 300 et quelques dossiers. Ensuite, on a affecté le juge du premier cabinet, on m'a demandé de cumuler les deux cabinets, premier et deuxième cabinet, j'avais plus de 400 dossiers. Et si vous prenez l'année civile nous fait 365 jours. 365 jours, vous défalquez les dimanches et les jours congés. Vous enlevez les vacances judiciaires. Vous vous rendrez compte que pour traiter ces dossiers-là, ces 400 dossiers dans l'année, c'est pratiquement impossible de le faire. Raison pour laquelle également l'État, depuis, disons, une dizaine d'années, s'est engagé dans un processus de recrutement massif. Avant, on ne recrutait que par 10 magistrats, 5 magistrats, etc. Mais récemment, vous verrez que les recrutements portent sur des promotions de 35 à 50 magistrats par an. C'est pour essayer de résorber ce gap-là. Donc, la question de longue détention, c'est d'abord d'ordre textuel, mais également d'ordre structurel. Si jamais ces réformes aboutissent, nous pensons quand même que ça sera un grand pas en avant pour éviter ce problème qui est décrié aussi bien par les prisonniers que par même les magistrats. La détention préventive obéit à des règles. On ne met pas quelqu'un en détention parce qu'on a envie de le faire. On met en détention préventive
parce que soit cette personne n'offre pas de garanties de représentation, ou bien parce que cette personne, on va éviter qu'il y ait collision avec des complices, parce que l'enquête peut-être au début peut révéler des complices qui sont extérieurs, qui ne sont pas détenus. On va éviter cela pour compromettre les éléments de preuve. Parfois également, c'est pour éviter des troubles à l'ordre public. Quelqu'un qui a tué dans un quartier, etc. Demain, tu le mets en liberté, ça peut amener des troubles à l'ordre public. En fait, c'est des critères. Ce sont ces éléments qui font que le juge ne met pas la personne en liberté. Maintenant, nous sommes d'accord que le principe, c'est la liberté. Et l'exception, c'est la détention. Il faut comprendre que souvent, quand les éléments ne sont pas peut-être réunis, le juge d'instruction a du mal, ou bien le juge en général, je ne parle même pas du juge d'instruction, a du mal à mettre la personne en liberté. Mais généralement, quand les conditions sont réunies, rien ne s'oppose à ce que le juge mette la personne en liberté. Nous avons vu qu'il y a beaucoup de dossiers d'instruction qui ne sont pas encore terminés, où des personnes étaient détenues au départ de la procédure, mais qui en cours d'instruction, avant même que le dossier ne soit renvoyé en jugement, et ces personnes mises en liberté. Ça veut dire qu'en réalité, le juge a estimé, en fonction des éléments dont il dispose, que les éléments qui fondaient sa détention n'existant plus, rien ne s'oppose à ce qu'on la mette en liberté, en attendant, bien entendu, que le procès arrive. Les peines alternatives, actuellement, sont en train d'être, en tout cas, de plus en plus, on demande aux juges de privilégier ces peines alternatives qui sont souvent utilisées. Il y a la dispense de peine, il y a le travail d'intérêt général, etc. Donc c'est des peines que, d'ailleurs récemment, au mois de décembre, il s'est tenu à Dakar un atelier avec les parquetiers, c'était sur cette question-là. Parce que la prison, sa vocation, c'est quoi? C'est surtout de resocialiser, de punir, mais de resocialiser la personne. Ce n'est pas seulement de mettre quelqu'un comme étant quelqu'un qui est inutile à la société. Non, parce qu'il faut penser également à l'après-prison. Mais c'est vrai que ce n'était pas très utilisé au départ. Hein, mais avec le JAP maintenant, le juge d'application des peines, souvent les juges ont tendance de plus en plus à utiliser ces peines alternatives. Maintenant, la question c'est comment faire la promotion de ces peines alternatives. Mais je prends un exemple sur les travaux d'intérêt généraux. Moi, je pense que c'est quelque chose qu'on peut vraiment utiliser à bon escient. Parce que ça ne sert à rien de mettre quelqu'un en prison alors que nous pouvons utiliser, c'est des bras valides voilà, qui peuvent être utiles à la société. Et c'est même une certaine forme de resocialisation. Parce que le fait de se sentir utile à la communauté peuvent vraiment participer à la rééducation. Il y a des abus. Maintenant, il faut également faire très attention. Parce que j'ai eu la chance d'avoir été des deux côtés. Des deux côtés, je vous dis par là, acteur judiciaire et ensuite à mi-chemin entre l'étatique et la société civile par le biais de mon passage au niveau du Comité sénégalais des droits de l'homme, qui est l'Institution nationale des droits de l'homme du Sénégal. Donc, qui est l'interface entre la société civile et l'État. Et j'ai eu à travailler dans ce cadre-là avec pratiquement l'ensemble des organisations de droits de l'homme, la société civile, etc. Et également, les abus sont souvent réprimés. Malheureusement, je l'avais dit lors d'une rencontre, les trains qui arrivent à l'heure n'intéressent personne. Il y a eu des cas où des officiers de police judiciaire reconnus coupables d'abus ont été condamnés. Mais on n'en parle pas. Mais pour parer à ces violences ou bien à ces abus qui sont notés et qui sont réels, il y a également l'Observateur des lieux de privation de liberté, qui a pour mission de faire des visites inopinées au niveau de l'ensemble des lieux de privation de liberté. Pas seulement les prisons, on dit privation de liberté, même les lieux de garde à vue, pour voir un peu est-ce qu'il y a eu des abus ou il n'y en a pas. Les cas d'abus qui ont été recensés et qui ont fait l'objet d'enquêtes, je prends l'exemple de Malanis, Seyni, décédé, etc. Ces policiers ont été jugés et ont été condamnés. Maintenant également, il y a le revers. Parce qu'il arrive très souvent que la personne vienne au tribunal pour dire que j'ai été violenté. Soit durant l'interpellation, soit durant la phase de garde à vue. Et parfois c'est vrai, mais parfois ce n'est pas le cas.
Raison pour laquelle, souvent, les procureurs ont l'habitude de reprendre les questions qui ont été posées au niveau de la garde à vue quand le prévenu comparaît devant eux. Et souvent, la réponse qu'ils donnent, parfois ça corrobore la réponse qu'ils avaient donnée auparavant, mais une fois devant le juge, ils ont tendance à dire non, quand j'étais là-bas, on m'a forcé à dire telle chose, etc. Donc, mais c'est des choses qui existent et qu'il faut combattre. Parce que, quelle que puisse être l'infraction commise par la personne, il faut lui laisser sa dignité. Nous devons laisser la dignité aux prisonniers. Le seul tort qu'ils ont fait, ils ont commis une infraction à un moment donné, et le fait de les arrêter ne nous donne pas le droit également de les maltraiter. Nous pouvons, par le biais des enquêtes, aussi bien de la police judiciaire, la gendarmerie, ou bien du juge d'instruction, ou bien même du juge de jugement, avoir les éléments à charge pour les condamner. Mais déjà, le fait de les violenter, c'est une violation grave des droits de l'homme. C'est une violation grave des droits et qui doit être punie sévèrement. Et tous les auteurs, que ce soit officiers de police judiciaire ou agents de police, qui ont été reconnus coupables à la suite d'enquêtes approfondies, suite à des dénonciations, toutes ces personnes ont fait l'objet de condamnation. Le problème s'est posé à maintes reprises où les gens disaient que les avocats même fustigeaient le fait que l'État n'applique pas une directive. En fait, c'était une directive de l'UEMOA. Étant donné qu'on est membre de l'UEMOA, c'est un règlement plutôt, pas directive, règlement de l'UEMOA. Les règlements de l'UEMOA sont d'application immédiate. Donc on n'avait même pas besoin de transposer cela. Mais mieux, récemment, le ministre a transposé ces dispositions dans notre... voilà, on a domestiqué, ce qui fait qu'aujourd'hui, c'est une avancée extraordinaire. Aujourd'hui, à partir de l'interpellation, vous pouvez bénéficier de l'assistance de votre avocat. Les enfants, nous savons que c'est une couche vulnérable. Raison pour laquelle également, les enfants ne sont pas logés à la même enseigne que les adultes. Le tribunal pour enfants est un tribunal spécial qui existe dans toutes les juridictions de grande instance. À l'époque, on disait régional. Et souvent, le juge, il reçoit les prévenus enfants, non pas avec la robe, mais en tenue civile. Parce que c'est une manière de ne pas les impressionner. Parce que l'enfant, quand il arrive, il voit un magistrat, juge, procureur, tous avec leur robe, leur toge. Ils peuvent être impressionnés et avoir du mal à s'exprimer. Donc on essaie de les mettre dans un cadre, en tout cas, je ne dirais pas familier, mais afin de les mettre en confiance, qu'ils puissent s'exprimer librement, parce que c'est extrêmement important. Et ce qu'il faut également comprendre, c'est que pour le tribunal pour enfants, la détention, c'est vraiment l'exception. C'est des cas spécifiques pour lesquels la détention s'impose. C'est seulement dans ces cas-là qu'on met souvent ces jeunes en détention. Parce que le premier problème que nous avons, c'est-à-dire qu'en réalité, surtout avant même le jugement, à qui confier ses enfants? Il y a des prisons où il n'y a pas de quartier pour enfants. Parce qu'en principe, il devait y avoir un quartier pour enfants dans chaque prison. Souvent, parce que ce qu'on veut éviter, c'est de mélanger les adultes avec les enfants. Ils pourraient être influencés et au sortir de la prison, peut-être devenir de très grands délinquants. Donc souvent, ce qui est privilégié, c'est dans les condamnations, souvent les enfants, après le jugement, si les faits ne sont pas d'une extrême gravité, ils sont confiés à leurs parents. On aurait dû les confier à des structures, mais ces structures existent dans les textes, mais n'existent pas dans les faits. C'est un grand problème qui est là, c'est d'ordre structurel. Dans les faits, dans les textes, c'est clair, il y a des centres où l'enfant reconnu coupable pour un délit doit être confié à un centre de rééducation, mais ça n'existe pas, malheureusement. Donc souvent, ce qui se passe, on les confie à un parent et on met l'AMO, on demande à l'AMO de faire le suivi. Mais malheureusement, les structures, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, ces structures n'existent pas. Ça existe dans les textes, hein, mais il y avait qu'un seul, je pense, un à Thiaroye et un à Fatick, je pense, qui existait, et les conditions même matérielles pratiquement ne sont pas réunies. Ce qui veut dire qu'il y a beaucoup à faire à ce niveau-là
pour traiter surtout la délinquance juvénile qui prend des proportions de plus en plus inquiétantes dans ce pays. Les crimes et les délits, je le disais tout à l'heure, ça varie en fonction des localités, en fonction de l'environnement économique, etc. Mais malheureusement, peut-être nous n'avons pas cette culture d'avoir des statistiques. Et ça, je pense que c'est le moyen faible. Ce n'est pas seulement au niveau de la justice, mais d'habitude, la collecte des données est un grand problème. Et je pense qu'il est important, même dans le cadre de la planification, on ne peut pas planifier si on n'a pas de données objectives. Donc, au-delà même du cadre judiciaire, je pense qu'il est extrêmement important pour nos autorités de mettre l'accent sur la collecte des données à tous les niveaux. Parce que ce que les données doivent savoir, c'est un indicateur et ça permet, sur la base de cette collecte, d'avoir un élément objectif sur lequel se baser afin de pouvoir maintenant faire des projections et une planification.